Bonjour à tous. Halloween, cette fête redoutable, est célébrée le 31 octobre. Ça se passe la veille de la Toussaint. Et c'est surtout le moment parfait pour reprendre tes histoires d'horreur préférées et te donner quelques bonnes frayeurs, tout en sachant que rien de mal ne t'arrivera vraiment. Et le film d'aujourd'hui promet d'être terriblement amusant et étrangement divertissant. 19e siècle, petit village de Covington, Pennsylvanie. Aujourd'hui est un jour tragique pour ses résidents. Ils enterrent Daniel Nicholson, le fils d'Auguste. Le garçon n'avait que 7 ans lorsque la maladie l'a emmené dans l'au-delà. Son père pleure inconsolablement sur le petit cercueil et il récite une prière. Après la cérémonie, tous les villageois s'assoient autour de la table pour un repas commémoratif. Le chef du village, Edward Walker, prononce un discours réconfortant. Il sait que les gens peuvent se demander s'il vaut la peine de vivre dans une région aussi éloignée et dangereuse. L'homme appelle à la persévérance et espère la faveur de Dieu. Soudainement, un étrange hurlement lointain vient de la forêt. Tout le monde se fige, à l'exception du cinglé local, Noah Percy, qui applaudit et tape dans ses mains pour une raison quelconque. Ensuite, tout continue comme d'habitude, et le village revient à la vie quotidienne. Les enfants aident à la vaisselle, tandis que les adultes nourrissent les moutons et s'occupent des jardins. Deux jeunes filles remarquent une fleur rouge vif. Elles l'arrachent et l'enfouissent rapidement dans le sol. La nuit, un garde est de service dans une tour de guet à la lisière de la forêt. Une silhouette mystique vêtue de rouge apparaît dans le reflet de l'eau. Un matin, Walker va à l'école pour donner cours. Les enfants se pressent à côté du bâtiment, regardant le corps mutilé d'un agneau. Quelqu'un lui a brisé le cou et arraché la peau, mais a laissé la viande intacte. Personne ne sait comment le mouton est arrivé ici. Walker emmène les élèves à l'intérieur et leur pose des questions sur l'incident. Who has done this heinous act? Those who don't speak of killed it. Les enfants ont entendu dire que ces créatures mystérieuses mangent de la viande et ont des griffes terrifiantes. Mais l'enseignant met en garde contre les conclusions hâtives. Il y a longtemps, un pacte a été fait avec les monstres. Les gens ne doivent pas entrer dans la forêt, et en retour, les créatures n'apparaîtront pas dans la vallée. Depuis lors, personne n'a osé franchir ces frontières. Les enfants ne doivent donc pas craindre pour leur vie. Plus tard, les anciens tiennent une réunion. Ils discutent des festivités à venir lorsque Lucius Hunt, le fils de l'un des aînés, les interrompt. Le jeune homme veut faire une demande, bien qu'il sache que sa mère, Alice, ne l'approuvera pas. Il a été secoué par la mort du jeune Daniel. Lucius veut aller dans la ville la plus proche et obtenir des médicaments pour que quelque chose comme ça ne se reproduise plus. Il devrait traverser la forêt et il a besoin de la permission des anciens pour entrer sur le territoire de ceux dont il ne parle pas. Les créatures peuvent sentir les véritables intentions des humains. Et Lucius fera une bonne action. Il n'a pas peur de leur colère, les anciens sont choqués d'entendre ça, et ils refusent catégoriquement. Après le coucher du soleil, Lucius s'habille, et il dit à sa mère qu'il a promis de tenir compagnie à Finton, sur la tour de guet. Une fois sur place, il demande à son ami s'il a déjà pensé aux grandes villes. Le gardien pense que les gens y vivent de manière injuste, et il est heureux de ne pas être en contact avec eux. Le matin, un autre animal mort est découvert dans le village. Les villageois sont inquiets. Et Alice Hunt essaie de les calmer. Ça a probablement été fait par un loup ou un coyote. Peut-être que le prédateur souffre de folie, car il ne mange pas du tout la viande de ses victimes. Néanmoins, il est toujours important de rester vigilant et de l'attraper dès que possible. Les anciens réfutent à nouveau les rumeurs sur les créatures forestières. Elles sont beaucoup plus fortes que les coyotes, et elles ont leur propre façon de faire connaître leur présence. Les villageois rentrent chez eux. Kitty, qui est la fille de Walker, court vers son père et lui demande sa bénédiction pour se marier. L'homme demande où se trouve le marié potentiel. La fille, gênée, répond qu'il ne sait encore rien. The young man is unaware of your intentions? He has a quiet way. Son élu est le même Lucius Hunt. Le père est confus, mais s'adoucit rapidement. Lui-même pense que Lucius est un homme bon. Walker donne sa bénédiction et sa fille lui fait joyeusement un câlin. Kitty trouve alors le gars dans son atelier et elle lui avoue passionnément son amour. Elle crie quasiment ses sentiments, mais Lucius la rejette froidement. La fille passe toute la soirée en larmes, tandis que sa sœur cadette essaie de la réconforter avec des berceuses. Ivy est aveugle depuis sa naissance. Pendant ce temps-là, Lucius livre du bois de chauffage aux villageois. Il entre dans la maison d'Auguste, où l'homme le remercie de se faire du souci du pauvre Daniel. Le garçon était aussi assez taciturne de son vivant, et lui et Lucius étaient amis. L'homme dit qu'il n'y a pas moyen de fuir les ennuis, et qu'ils te retrouveront toujours par l'odorat.
Une mystérieuse boîte noire se trouve dans le coin de la pièce. Et à l'autre bout du village, un groupe d'adolescents teste le courage de chacun. Ils se relaient debout sur une souche d'arbre, tournant le dos à la forêt sombre. Celui qui tient le plus longtemps gagne. L'un des garçons tremble de peur et il jure que quelque chose vient vers lui. Les autres l'exhortent à rester immobile et à ne pas croire aux légendes stupides. Le son distinct des hurlements fait sursauter les amis et ils se précipitent vers le village. Pour l'instant, ils survivent. Le matin, les jeunes hommes s'en prennent à l'étrange Noah et il se défend avec un bâton. Les garçons se battent et roulent par terre. L'aveugle Ivy intervient et les calme. Noah part docilement avec la fille. Comme toujours, elle menace de l'enfermer dans le placard. Le cinglé lui demande de ne pas faire ça et il promet de ne plus frapper personne. Il se serre la main et Noah embrasse Ivy sur la joue pour sceller l'affaire. La fille demande de manière joyeuse comment ils peuvent passer le temps maintenant. Elle suggère un jeu de « attrape-moi si tu peux » et se précipite brusquement. Noah la poursuit. Malgré sa cécité, Ivy sait parfaitement naviguer dans son village natal. Il court vers une vieille pierre et il trouve Lucius assis dessus. Il ne dit rien, mais la fille le reconnaît. Ivy explique que certaines personnes émettent une lueur particulière. Son père en a une aussi. Lucius note qu'Ivy court comme un gars. La fille prend ça comme un compliment. Il parle de Kitty, que Lucius a rejetée. C'est pas une surprise pour Ivy. Le gars marchait main dans la main avec elle depuis qu'elle était petite fille. Puis il a arrêté brusquement. Il n'a pas touché Ivy une seule fois depuis. Mais quand la fille est délibérément tombée à côté de lui, il ne lui a pas donné un coup de main. Pour un jeune homme aussi bien élevé et modeste, ça ne peut signifier qu'une chose. Lucius est secrètement amoureux d'Ivy et veut le cacher aux autres. Le garçon est abasourdi et il ne trouve rien à dire. Pendant qu'il parle, Noah court d'avant en arrière, essayant d'attirer l'attention de la fille. Il met un crapaud dans sa paume, puis lui donne des baies. Lucius avertit la fille aveugle que les baies sont de la mauvaise couleur, rouge vif. Les villageois enterrent et cachent tout ce qui est de cette couleur, afin de ne pas attirer ceux dont ils ne parlent pas. Ils demandent à faire de même avec les baies d'Ivy. Mais Noah en a plein les poches. Lucius se rend compte que le cinglé les a ramassés il y a longtemps et lui demande de lui dire d'où viennent les baies. En réponse, Noah lui montre un vieux dessin sur la pierre, représentant les créatures de la forêt. Après ça, Lucius s'adresse à nouveau aux anciens. Il leur dit que Noah va souvent dans la forêt chercher des baies et que les monstres ne le touchent pas. Le gars demande à nouveau la permission d'aller chercher des médicaments. Mais une fois de plus, sa demande est refusée. Le soir, Alice appelle son fils pour une conversation. Elle veut lui parler des grandes villes où Lucius est si impatient d'aller. Le garçon ne se souvient de rien, car ils ont déménagé il y a longtemps. C'est arrivé après que son père soit allé au marché et qu'il y ait été volé, tué et déshabillé. Voilà ce que les gens sont prêts à faire pour le profit dans ces foyers de criminalité et de déshonneur. Lucius essuie ses larmes et dit qu'il s'en fiche. Il veut simplement faire le bien pour le village et n'a aucune intention de rester en ville. Il ne comprend pas les aînés, qui insistent sur l'isolement total et sont prêts à payer pour ça avec la vie de leurs enfants. Lucius pointe du doigt la boîte noire qu'il garde toujours verrouillée. Alice explique qu'à l'intérieur se trouve un rappel du passé. Le fils est fatigué des secrets sans fin. Il veut savoir ce qui se trouve à l'intérieur, mais sa mère l'arrête. Ils doivent d'abord parler à Walker, mais Lucius ne lui fait pas confiance non plus. L'homme cache ses sentiments pour Alice, puisque lui, tout comme le garçon, ne touche jamais la femme non plus. Le fils répète à sa mère ce qu'il a entendu dans l'après-midi. La femme pense que ça n'a pas de sens. Le lendemain, Lucius et les autres garçons enfilent des robes de gardiens jaunes. Ils font le tour des limites du village et peignent les poteaux en jaune. Se retrouvant seul, Lucius enfreint les règles et pénètre sans crainte dans la forêt. Il voit un buisson de baies rouges et il en arrache une branche. Il entend tout de suite un grondement à proximité. Le gars se retourne hâtivement et recule. La créature ne l'attaque pas. Après le coucher du soleil, Lucius trouve Ivy dans sa maison. Il joue à nouveau à cache-cache avec Noah, qui se cache dans la maison. Les jeunes restent seuls. La fille a entendu dire que Lucius avait demandé aux anciens de le laisser aller dans la grande ville. C'est une noble envie, bien sûr, mais il vaut mieux obéir aux anciens. Le gars lui demande si elle n'est pas énervée d'être aveugle. Ivy répond qu'elle voit parfaitement bien le monde, juste différemment de Lucius. Mais alors pourquoi ne le soutient-elle pas dans sa quête pour obtenir les médicaments? Ne voit-elle pas que des enfants meurent de maladies pourtant curables? Peut-être que Noah, qui souffre clairement d'un trouble mental, pourrait être guéri de sa maladie. Ivy ne veut pas en parler. Au lieu de ça, elle l'informe que Kitty a trouvé un autre fiancé et qu'ils vont très bien. C'est une bonne nouvelle pour elle, car selon leur tradition, la sœur cadette doit attendre que la sœur aînée soit mariée. I am now free to receive interest from anyone who might have interest. Lucius, comme à son habitude, ne dit rien, et Ivy entre dans la maison pour s'occuper des bébés avec Kitty. Noah se cache aussi dans le placard.
Un peu plus tard, sur la tour de guet, Finton entend un bruit. Il ouvre la trappe, pensant que c'est Lucius. À son horreur, une silhouette en tenue rouge court en dessous. Les créatures ont rompu le pacte et se dirigent vers le village. Incapable d'en croire ses yeux, Finton sonne la cloche et les villageois se précipitent pour se mettre à l'abri. Noah tape des mains et danse à nouveau, tandis que Lucius aide tout le monde à verrouiller les fenêtres et les portes. Lui-même n'a pas le temps de se rendre à l'intérieur et il se cache des monstres au coin d'une maison. Ivy attend le gars sur le pas de la porte et refuse d'aller au sous-sol avec les autres. Il sait que Lucius viendra s'assurer qu'elle est en vie. La fille aveugle tend la main, mais le grognement se rapproche. Kitty supplie sa sœur de prendre conscience de ce qu'elle fait. Lorsque le monstre est sur le point de l'attraper, Lucius prend fermement la main d'Ivy et la conduit dans l'abri. Là, ils entendent la créature pénétrer dans la maison. Heureusement, personne n'est blessé et le matin, ils découvrent des marques rouges sur les portes. Les monstres n'ont jamais attaqué sans raison auparavant et les anciens appellent tout le monde à une réunion d'urgence. Ils demandent si quelqu'un sait quelque chose et ils reçoivent un mot. Lucius y avoue qu'il a rompu le traité hier et que la créature l'a repéré dans la forêt. Il se repent de son acte et Walker s'approche de lui. Il n'a aucune rancune contre Lucius, qui pleure, et il loue sa bravoure. Le temps passe et le jour du mariage de Kitty arrive. Les villageois organisent un festin et, selon leur tradition, partagent un animal tué avec les créatures de la forêt. Pour ce faire, les guetteurs le jettent par-dessus la limite du village et partent. Lors de la célébration, Ivy discute avec l'une des aînées. La femme lui dit qu'elle avait une sœur aussi. Elle n'avait que 22 ans quand 2 voyous l'ont attaquée et tuée dans une ruelle sombre. Ivy est choquée et elle n'imagine que trop bien la scène. Quel genre de monstres vivent dans les villes? Plus tard, elle serre sa sœur dans ses bras et elle ne peut retenir ses larmes. Alice félicite Walker pour le mariage de sa fille et il lui tend la main. L'homme ne la touche pas, bien qu'il le fasse avec les autres. Tout le monde danse et s'amuse quand soudainement, des cris d'enfants retentissent. Les garçons courent vers Walker et lui disent que les monstres sont de nouveau entrés dans le village. Cette fois, ils ont laissé plus d'avertissements et ils veulent clairement chasser les gens de la vallée. Les anciens interrompent la célébration et ils conduisent les villageois chez eux. Lucius prend la main d'Ivy. Lorsque tout le monde se rapproche, un spectacle horrible se révèle. Des corps d'animaux écorchés gisant partout. Sur les portes se trouvent des marques de griffes qui n'auraient pas pu être laissées par les coyotes. La nuit, Ivy n'arrive pas à dormir et elle sort sur le porche. Il y a Lucius assis, qui prévoit de tenir la garde toute la nuit. La fille dit que demain, ils interrogeront tous les villageois pour voir si quelqu'un a rompu le pacte. Le danger ne semble pas la déranger, au contraire, il la fait se sentir plus vivante. Elle se souvient du jeu des garçons sur la souche d'arbre. Lucius a établi un record que personne n'a pu battre depuis. Ivy demande comment il a surmonté sa peur. Le garçon répond que ce n'est pas son propre bien-être qui le préoccupe, mais les bonnes actions qu'il peut faire. Puis la fille s'exclame « Danseront-ils quand ils se marieront ?» Lucius est choqué et confus. Il commence à se fâcher. Pourquoi Ivy se précipite-t-elle toujours? Et pourquoi n'arrête-t-elle jamais son bavardage? Par sa simple présence, elle apporte le chaos dans sa vie et l'empêche de penser à autre chose. Lucius a perdu sa tranquillité d'esprit et il ne peut rien faire à cause de son amour pour elle. La seule chose qu'il craint, c'est qu'il arrive quelque chose à Ivy. And yes, I will dance with you on our wedding night. Il prend les choses en main et il l'embrasse doucement. Le lendemain, les deux informent leurs parents et les rumeurs du nouveau couple se répandent dans le village. Ivy va parler à Kitty pour éviter de blesser ses sentiments. Si Kitty lui dit de le faire, elle annulera le mariage. La sœur aînée répond que leur amour familial ne peut pas être détruit. Elle bénit Ivy pour le mariage et elle ne souhaite que son bonheur. À ce moment-là, Lucius entend frapper à la porte. Sur le pas de la porte, il voit Noah, en larmes. Il tremble et il ne peut pas dire un mot. Lucius admet qu'il était au courant des sentiments de Noah envers Ivy. Elle tient vraiment au gars bizarre, mais l'amour d'une femme peut prendre différentes formes. Le gars n'a pas le temps de finir son discours. Noah poignarde son rival à l'estomac avec un couteau. Lucius tombe, se tortillant de douleur. Il demande de l'aide, mais le fou ne fait que le poignarder à nouveau. Ensuite, Noah rentre chez ses parents. Il s'assoit dans son fauteuil à bascule et il n'arrive pas à croire ce qu'il a fait. Ses mains sont rouges de sang. Les parents voient ça et ils partent immédiatement pour informer les aînés du problème. Ils ne savent pas encore qui leur fils a attaqué et Noah lui-même est incapable de dire quoi que ce soit. Les villageois se précipitent à la recherche de la victime. Ivy entend la nouvelle et elle se rend immédiatement chez Lucius. À cause de l'anxiété, elle se perd un peu. La fille compte ses pas pour arriver à la bonne maison, qui est plus éloignée du reste. Personne ne répond à ses cris et Ivy trébuche sur un corps par terre. Elle essaie de réveiller son fiancé, mais rien n'y fait. Walker se trouve à proximité et il voit la scène triste. Papa,
I cannot see his color. Heureusement, Lucius respire encore, mais son état est critique. Les aînés disent à tout le monde de s'attendre au pire. L'espoir s'estompe de minute en minute. Ivy serre les poings de rage, toujours dans sa chemise tachée de sang. Elle se rend dans la pièce où sont enfermés les criminels. Le garde laisse passer la fille et Noah tend la main à sa bien-aimée. Ivy le gifle au visage et elle commence à le frapper. Les gardes la sortent, enfermant Noah à l'intérieur. Le gars hurle de désespoir et il se cogne contre les murs. Ivy vient alors voir son père et il exige qu'il lui permette d'aller chercher les médicaments. Si Lucius meurt, sa vie perdra tout sens. Pourtant, elle acceptera toute décision. Walker a personnellement recousu les blessures du gars et il a vu l'apparition d'une infection. Ensuite, il demande au deuxième médecin si les médecins de la ville l'aideront. Préoccupé par sa voix, il confirme qu'avec ces médicaments, il y aura de l'espoir. Les anciens essaient de dissuader Walker de rompre le vœu qu'ils se sont fait, celui de n'avoir aucun contact avec la civilisation. Mais l'homme ne croit plus en leur motivation passée. Laisser Lucius mourir est un mal aussi odieux que celui commis dans les villes. Le père retourne voir sa fille et il l'emmène faire une promenade. Il lui parle de son père, qui était l'homme le plus riche d'une grande ville. Il avait tout l'argent du monde, mais ces morceaux de papier n'apportent que des ennuis et des humains corrompus. Le grand-père d'Ivy ne l'avait pas remarqué et il vivait de manière grandiose, faisant ce qu'il voulait. Il était gentil et il a appris à son fils à toujours diriger les gens, plutôt que d'être dirigé. Il est mort dans son sommeil, mais pas de vieillesse. Un homme avide a mis une arme sur sa tempe alors qu'il était au plus vulnérable. Pour cette raison, Walker a fondé ce village, où aucune monnaie n'est utilisée et où il n'y a ni riche ni pauvre. Il veut que sa fille le comprenne complètement et continue son travail. Maintenant, il va lui montrer le plus grand secret du village, qui ne doit être révélé à personne d'autre. Walker la conduit à une vieille grange et lui demande de ne pas crier. Ivy est choquée. Tout de suite après, elle fait ses valises et dit à Lucius qu'elle va demander de l'aide. Le père a également donné son accord et en informe les anciens. Il ordonne à 2 garçons d'accompagner sa fille aveugle. Ivy met hardiment le pied sur le nouveau territoire, trouvant son chemin avec un bâton. Elle emporte des pierres magiques qui devraient la protéger des monstres. Mais après quelques minutes, l'un des jeunes hommes se fiche de peur. Il ne croit pas que les pierres ou les capes aideront à contrer les créatures et il retourne au village. Ivy et Finton continuent leur chemin et installent une tente pour s'abriter de la pluie. Mais bientôt, Finton abandonne aussi. You will be safe. They will not harm you. Because you cannot see, they will take pity on you. Il demande à le laisser partir et la fille accepte de rester sans aide. Dès que le garçon est hors de vue, elle laisse tomber les pierres inutiles sur le sol. Son père lui a tout expliqué. Derrière la porte de la grange, il y avait eux, ceux dont il ne parle pas. Ivy a touché leurs griffes, criant de terreur. Mais Walker a calmé sa fille. Ce n'étaient que des costumes que les anciens portaient pour intimider les villageois et les garder dans la vallée. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour éloigner tout le monde des villes. Ils faisaient des bruits effrayants, des offrandes et bien plus encore. Walker ne sait pas qui est responsable des animaux tués et écorchés, mais il soupçonne l'un des aînés. Ils étaient vraiment prêts à faire tout ce qu'il fallait pour s'éloigner de la civilisation, et ils considéraient que c'était pour le plus grand bien de tous. Ivy est désolée pour les aînés qui sont maintenant coincés dans leur propre piège. Au moment de la séparation, Walker lui a donné une montre en or et un morceau de papier portant le nom du médicament. Elle doit promettre de ne parler à personne de leur village, afin que les étrangers ne les cherchent pas. Pendant ce temps-là, Walker va voir Alice. Il dit qu'il a laissé Ivy aller chercher des médicaments pour son fils. Il ne pouvait pas agir autrement, car la femme lui est chère. Alice est reconnaissante et veut embrasser l'homme, mais il évite son contact. Bien que les aînés y étaient opposés, Walker la convainc qu'Ivy et Lucius doivent survivre pour prendre leur place. Qui d'autre est capable d'assumer le fardeau de dirigeant? It is too painful. I cannot bear it. You have jeopardized everything we've made. Auguste est le premier à être d'accord avec l'homme. Ils n'ont pas pu échapper aux ennuis. Bien sûr, une fille aveugle n'est pas la meilleure personne pour une telle tâche. Mais Walker a complètement confiance en sa fille. Elle est animée par le sentiment le plus fort du monde, l'amour. Ivy passe une nuit sombre, seule. Seules les berceuses éloignent la peur. Le matin, elle continue son chemin, mais elle tombe dans une fosse profonde. La fille parvient à saisir des racines et à s'accrocher au bord. Rassemblant ses dernières forces, elle sauve son équipement et se sort de la fosse. Couverte de boue, elle sanglote de peur, appuyée sur un arbre tombé. La fille commence à marcher, puis elle entend soudainement le bruit de brindilles qui claquent. Quelqu'un la suit clairement, et Ivy s'éloigne en courant, se battant contre des buissons pointus. Elle respire fortement, luttant contre la panique, ignorant qu'elle est au milieu d'une clairière pleine de baies rouges. Un grognement vient des environs. Une créature forestière vivante et complètement réelle se rapproche d'elle. Ivy se cache derrière un arbre et essaie de s'échapper discrètement. La fille aveugle marche sur une branche et le monstre se jette sur elle.
Il la met à terre, mais Ivy se relève rapidement et s'enfuit. Bientôt, elle revient à l'arbre tombé sur lequel elle s'appuyait plus tôt. La fille se lève sur toute sa hauteur et écarte les bras. Elle le fait au bord de la fosse, attirant la créature dans un piège. Alors que le monstre se jette sur elle, Ivy l'esquive rapidement et le monstre s'envole dans la fosse. À ce moment-là, les parents de Noah vont lui rendre visite, mais ils ne trouvent qu'un trou dans le sol. Il a également pris l'un des costumes qui était caché dans le sous-sol de la maison. Noah était celui qui a essayé d'attraper Ivy, et maintenant, il est allongé dans le trou, incapable de sortir à cause de ses os cassés. Le gars saigne à la mort et son âme quitte le corps. Pendant que Lucius se bat pour la vie, Ivy continue d'avancer. Elle a perdu sa canne, mais elle utilise un bâton qu'elle a trouvé. Elle se souvient des instructions de son père, et elle arrive sur un chemin large. Là, elle enlève son manteau, et elle court aussi vite qu'elle le peut. Enfin, elle se heurte à une haie épaisse, qu'elle grimpe. À ce moment-là, les anciens déverrouillent des boîtes noires qui contiennent des souvenirs du passé. Chacun d'entre eux a souffert aux mains de personnes cruelles et méchantes, ayant perdu des êtres chers. Mais tout ça ne s'est pas produit au 19e siècle, mais à la fin du 20e siècle. Les aînés, alors citoyens américains ordinaires, se sont réunis dans un groupe de soutien. Walker enseignait l'histoire des États-Unis à l'université. Son père a été abattu par un associé, avec lequel il se disputait pour de l'argent. Le tueur n'a pas pu supporter la culpabilité et il s'est suicidé. C'est toute cette histoire qui a conduit le fils à l'idée d'un village isolé du monde. L'héritage de son père a permis de concrétiser ce projet ambitieux. I have an idea that I would like to talk to you about. On revient au présent. La Jeep d'un employé d'une réserve naturelle s'arrête à côté d'une étrange fille marchant le long d'une haie. Un jeune homme nommé Kevin demande à l'étrangère de remonter dans sa voiture et de ne pas se promener dans la zone interdite. Ivy ne comprend pas de quoi il parle et elle explique qu'elle est sortie du bois. Après un peu de persuasion, le gars prend le morceau de papier avec le nom du médicament et promet de l'aider. Kevin ne comprend toujours pas d'où vient la fille. Il n'y a pas de village dans les bois au-delà de la haie. You have kindness in your voice. I did not expect that. Ivy donne la montre en or à l'employé pour son service et il se rend au poste de sécurité. Le superviseur est alarmé par l'histoire de la fille. Il demande à Kevin de n'en parler à personne et de ne pas revenir vers elle. Le gars ment que ce ne sont que des adolescents qui se sont perdus et que la situation est réglée. Le patron fait l'éloge de son employé. Ils sont payés beaucoup d'argent pour le travail facile de garde de réserve naturelle et il est donc préférable de garder un profil bas. Il y a quelques années, quelqu'un a payé les compagnies aériennes pour empêcher des avions de survoler cette forêt. À l'époque, il devait enlever les journalistes curieux des haies. Le superviseur se laisse distraire et Kevin sort quelques flacons de médicaments du frigo. Il demande également une échelle d'entretien pour réparer un panneau plié. Avec son aide, Ivy remonte dans la forêt et rentre chez elle. Ivy has returned with medicines from the towns. She was attacked by a creature and killed it. Les parents de Noah comprennent tout de suite ce qui s'est passé et ils pleurent leur fils. Walker promet de trouver son corps et de donner un enterrement approprié au garçon. En cachant la vérité aux villageois, le sacrifice de Noah rendra chaque histoire sur les créatures d'autant plus vraie. Mais d'un autre côté, il pourrait aussi mettre fin à cette grande expérience et en parler aux gens. Walker lui-même ne veut pas le faire et il préférerait continuer à vivre à l'ancienne. Les anciens se lèvent de leur siège, étant d'accord avec lui. Ivy entre dans la maison et elle prend la main de Lucius. Contre toute attente, elle est revenue vers lui. Il a fallu 11 semaines à l'équipage pour construire le décor avec le village. Environ 300 personnes y ont travaillé. Le film bénéficie d'un casting impressionnant de stars. Il met en vedette 3 lauréats des Oscars et 4 nominés. Le réalisateur, M. Night Shyamalan, a organisé un camp d'entraînement du 19e siècle avant le tournage, afin que les acteurs puissent vraiment vivre cette période. Là, Joaquin Phoenix a fabriqué la canne en bois pour Bryce Dallas Howard. Il y a gravé le nom du personnage de l'actrice, Ivy. Lorsque les créatures arrivent au village la nuit, Ivy et Kitty s'occupent des sœurs cadettes. Noah passe également la soirée avec eux. Il est probable que les parents de Noah jouaient aux créatures cette nuit-là. Comme toujours, tu trouveras le titre dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tes parents te racontaient des choses effrayantes quand tu étais petit pour te protéger du danger. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires.